Ce que ça m'inspire, c'est qu'en 95, quand j'avais cofondé avec Jean-Pierre Cornu ce club de réflexion, le club Galilée, tu vois, Oui. j'avais développé un modèle à 3 pieds, Ouais. structure, outils, comportement. C'est-à-dire toute innovation tape sur les structures, donc dans une entreprise qui reporte à qui, quelles sont les normes, les règlements, etc. Les outils, donc les outils du numérique essentiellement, mais aussi les comportements, les peurs, les craintes, etc. Je connais très peu d'exemples d'entreprises qui travaillent sur les trois. Il y en a une que je connais, j'ai même fait un article, c'est Lippi, Frédéric Lippi, hein, Lippi la clôture. Et Frédéric Lippi, il a fait à la fois de l'apprentissage, il a fait à la fois il a travaillé sur les structures et il a remis son entreprise en mode réseau. Et puis il a appris le numérique à tout le monde. Tout le monde devait apprendre le numérique basé sur le volontariat. Donc il s'est passé des phénomènes qui sont très connus, hein. Les fans, ils sont allés en premier. On dit aux intéressés, tu devrais y aller. Qui ont dit à ceux qui regardaient, etc. Et à la fin, il n'y avait plus que les anti-numériques. Et d'un seul coup, ont eu la pétoche parce qu'ils se sont dit, on est les seuls à ne pas être passés par la formation, tu vois. Mais à part ça, ce que tu cites pour moi, c'est un non-alignement des outils, de la structure et des comportements. Et pourquoi souvent t'embauches des consultants sur les trois et les consultants ne se parlent pas entre eux. Donc le mec des comportements te dit Ce qui ouais, est un il des faut faire symptômes ci, du il faut faire désalignement, ça, bien voilà. sûr. Et on tombe sur toujours le même problème, un manque de vision systémique, si tu veux. Mhm. Je veux dire, je pourrais citer plein d'exemples de manque de Donc vision déjà, tu me systémique. rejoins un peu sur cette idée que si on parle que de transformation digitale, on parle que d'un aspect. Enfin, en tout cas, on prend le risque Ben voilà. d'être limitatif. Mais pourquoi je dis renaissance? C'est parce que c'est vraiment un changement systémique. Le mot-clé, toi qui aimes les mots-clés aujourd'hui, c'est Ouais. l'homéostasie. Ah, Qu'est-ce que c'est? explique-nous ce que c'est. C'est Voilà, ben, magnifique qu'est-ce ça. que c'est que l'homéostasie? C'est la particularité, la propriété d'un système de rester en équilibre dynamique, Ouais. voire de croître, quelles que soient les variations de l'environnement. Et l'exemple le plus connu Donc c'est d'homéostasie, l'adaptabilité c'est le d'un corps système humain. complexe voilà, à son Qu'il environnement. fasse moins 10 ou plus 40 dehors, ta Mhm. température interne reste la même et ne change que quand tu as la fièvre. Mhm. Donc voilà un bel exemple d'homéostasie. Or, pourquoi nous, notre corps humain, résiste à tout? Pourquoi on réalise cette homéostasie? Parce que toutes les composantes internes de notre corps passent leur temps à s'échanger l'information. La rate, le poumon, le foie, les reins, tout ça, Voilà. c'est énormément d'informations qui s'échangent. Et quand l'information passe moins bien, c'est le cancer, on sait où ça va. Mhm. Donc pour moi aujourd'hui, le rôle numéro un d'un manager, c'est est-ce que l'information et la connaissance circulent le plus vite possible dans mon entreprise. Mais après, il faut du coup changer la structure, l'organisation pour qu'elle réponde à ça. À quoi ça sert de faire circuler l'information si tu as encore des chefs qui disent moi je bloque les emails qui me plaisent pas, tu vois, donc voilà. Euh, D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est le middle management qui est la couche la plus qui souffre le plus, hein. D'où d'ailleurs la question que je pose souvent aux gens, hein, pour résoudre le problème du middle management, et là on arrive dans ton cognitif, et puis on arrive aussi dans le comportement, c'est une question que je te pose. Quel est le métier d'Astérix? Dans le village gaulois, Porteur tout le monde... Mais non, ça c'est Obélix. d'Astérix, pardon. Oui, non, Dans mais le village gaulois, tout le monde a un métier. Obélix taille ses menhirs, le chef dirige, c'est un métier, le forgeron euh, forge, hein, le barde fait ses chansons, mal, mais il fait des chansons, le druide fait ses potions. Quel est le métier d'Astérix? c'est une sorte de messager, c'est ça? Il est guerrier, mais guerrier c'est pas un métier, c'est Ouais. soldat le métier. Il n'est pas Ah oui. soldat, il est guerrier en état. Ah ouais. En fait, Astérix, a priori, n'a pas de métier. Pourtant, t'enlèves Astérix, le village gaulois se casse la gueule. Et donc moi, je suggère la chose suivante. T'es Astérix, mal c'est... tombé, je suis pas un grand lecteur d'Astérix. Oui, mais Mince. j'espère que les gens qui te lisent, ils sont Ouais, eux, un ils petit auront peu... capté. Voilà. Eh bien, je dis Astérix, c'est le community manager du village. Et moi, je suggère Excellent. aux managers, aux grands patrons, et si vous disiez à votre middle management, t'es plus le chef de tes troupes, t'es l'Astérix de tes troupes. Attends, T'es plus t'as le dit le community manager? community manager, Non, mais ouais. j'ai cru que j'avais entendu le cognitive manager. Oui, alors tu peux aussi dire le cognitive manager, mais alors après, qu'est-ce qui se Ça passe? serait beau, ça, non? Qu'est-ce qui se passe dans le Quitte à créer cerveau? des termes cool, Voilà. des postes Moi, sympas. moi, moi, ce dont, Cognitive manager, c'est à la classe, quand pour, même. pour reprendre ce que tu disais, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu as un non-alignement entre la structure, les outils et le comportement? Ben, ça s'appelle en anglais double bind, en français ça s'appelle une injonction paradoxale. Eh oui. Moi j'ai vécu ça dans une de mes boîtes, hein, pas c'est les miennes, mais enfin, bon, on peut le dire, c'était à France Télécom. Les managers qui venaient voir en disant Serge, t'es génial, t'as performé, vraiment c'est fantastique. Bon, bien sûr, on t'augmente pas. Attends,
tu peux m'expliquer comment Problème un de canal congruence. qui est plutôt dans tu vois, je dirais le sensitif, et un autre qui est de l'ordre du cognitif, et j'ai deux... Bon. Et Ouais. alors, ce que les psychanalystes ont bien montré, c'est que quand tu es sous le coup d'une injonction paradoxale, la Mm. seule manière de t'en sortir, c'est de l'exprimer. Et Mhm. là, ton manager te dit tais-toi, c'est comme ça, et ça, c'est le début de la schizophrénie. Mm. Hein, c'est connu, hein, c'est un des débuts de la Tu schizophrénie. connais en symbologie la notion de monstre appliquée à la psycho. Tu sais ce que c'est? C'est un petit takeaway intéressant. Vas-y. Ouais. Le monstre, sous-entendu le monstre intérieur, Hmm. c'est celui qui nous épuise, qui nous prend toute notre énergie psychique Hmm. lorsque nous vivons un conflit inavoué, inavouable, entre une forme d'exaltation désirante Hmm. et une forme d'inhibition craintive. Ouais. D'un côté, on a envie d'y aller, de l'autre, on peut pas. Ah ouais. Et c'est plus on a de mal à l'exprimer, et plus ce monstre, en fait, nous Nous ronge de dévore, l'intérieur. bien sûr, oui. Et c'est ça, une manière de rejoindre Voilà, exactement. l'injonction paradoxale. Donc, si tu veux, pour moi, c'est vraiment ce non... Enfin, ce qu'il faut faire, c'est l'alignement entre les structures, les outils et les comportements. Ouais. Pour que les gens puissent... Tu sais, tu prends... Il n'y a rien de pire qu'un comité de direction. Je veux dire, un comité de direction, c'est l'illustration parfaite qu'un ensemble de gens qui sont individuellement intelligents peut devenir collectivement idiots, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens se font Il n'y a des... pas forcément addition Ah ou ben non, non, combinaison non, non, des QI. non, non. Souvent, c'est très adversatif, conflictuel, etc. Exact. Mais c'est en ce sens-là que je parle du monstre, hein, justement, en management. Ouais. C'est que dans une réunion de direction, typiquement, les aspirants à faire des choses sont, on l'a tous ressenti, un élan, une envie de créer, de proposer, etc. Accompagné à l'intérieur, intrinsèquement, dans le même mouvement, par quelque chose qui nous inhibe, et que c'est justement la peur d'un retour de bâton, qui est de ne pas le dire au bon moment, pas de la bonne manière, etc. C'est pour ça que des gars comme toi et moi, on devient des entrepreneurs, pour arrêter de s'emmerder avec des échelons à gravir, juste pour pouvoir pondre samedi. Tu sais, on a souvent l'idée le vendredi, et on se dit, tiens, ce week-end, je vais l'utiliser, samedi, je vais commencer à bosser un peu. Et il a été démontré dans une étude, dont je ne sais plus laquelle, mais je vais la retrouver, et la mettre dans le lien. Elle est drôle, elle est intéressante. Elle dit que la majorité écrasante des innovations qui voient le jour sont celles dont on a eu l'idée en semaine, et on a commencé à bosser dessus le week-end. Et je me dis, très souvent, tu vois, il y a une sorte d'incompatibilité absolue avec le monde de l'entreprise. Parce que déjà, bon, sous pression dans la semaine, tu n'as peut-être pas envie de donner ton temps gratos le week-end, ça te semble une aberration. Mais surtout, tu ne te sens pas forcément incité à innover. J'ai invité des DSI ici qui m'ont dit, notre pire aporie intellectuelle, c'est justement injonction paradoxale par définition. C'est d'un côté on nous demande d'être super innovant, mais de l'autre d'assurer la maintenance du système d'information. Bah oui, Or l'innovation va amener des accidents et il faut, comment dire, il y aura des anicroches, on va découvrir des choses nouvelles. Bon, bah donc forcément le système d'information va être un petit peu malmené. Il faudra que les gens s'adaptent, fassent un effort. Bon, c'est ça l'innovation. Mais si on reste dans la stabilité, etc., bah, on devient ce gars qui, tu sais, qui déjeune tout seul au réfectoire, personne ne veut lui parler parce que, encore ce matin, j'étais en ligne avec une grande entreprise du monde de l'assurance. On n'arrivait même pas à se connecter via Skype, quoi. Je veux dire, en 2019, je devenais fou, tu vois. Et juste avant, on avait essayé Google Meet, Ouais. si tu veux. Je pensais qu'on allait passer dans un bus HTTP, quoi. Non, il y a des gars dans ces entreprises qui bloquent les applis. Tu vois, waouh! Alors, comment veux-tu qu'on innove? Je veux dire, à un moment donné, c'est passé un truc très drôle. D'ailleurs, la nana qui m'a invité sur Skype, elle m'a dit, ah ça y est, j'ai réussi à vous inviter. Ah non, il y a un message erreur qui dit, vous ne pouvez pas inviter des gens extérieurs à l'organisation. Ouais. Quel est l'intérêt d'avoir Skype si c'est juste pour téléphoner en interne? Mais ça c'est exactement un misalignement, tu vois. C'est Oui. que d'un côté, il faut créer des ponts avec les clients, Eh oui. avec les gens de l'extérieur. D'un autre côté, le système d'information n'est pas aligné avec ce désir-là. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout à fait raison, si tu veux. La technologie n'est pour moi qu'un des trois piliers. Et encore une fois, la technologie est le support de l'énergie humaine. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur le support de l'énergie humaine, il faut travailler sur le désir, tu vois. Donc il faut effectivement travailler sur le... On dit d'ailleurs, je suis tombé sur un article par hasard, pareil, je vais le mettre promis, chers amis internautes qui nous suivaient, et merci de tenir là avec nous sur un sujet où on a envie de se faire un petit peu plaisir, creuser, aller créer de la friction. Je suis tombé sur un article qui disait que ce qui bloque la transformation digitale, ce sont un certain nombre de biais cognitifs, et le gars liste une quinzaine ou une vingtaine de biais cognitifs. Je trouve ça très intéressant, je vais vous retrouver l'article, et ça montre bien justement que si on n'incorpore pas de façon lucide et bien renseignée, et en travaillant avec aussi bien des psychologues que des sociologues, etc., des spécialistes de la neuroscience, on va louper le train de la transformation digitale parce qu'on a tendance, encore une fois, à le traiter
comme le contenant de nos bonnes volontés, cette espèce de de gros bus dans lequel on met tout le monde et on dit allez, le digital c'est lancé. Mais en fait, c'est incroyablement plus fin que ça. Mais encore une fois, je pense qu'un des problèmes, c'est que quand tu t'adresses à l'un des trois piliers, structure, outils ou comportement, tu fais ça avec des consultants qui ne connaissent que leurs piliers et qui ont une vague idée de ce que c'est que les autres, tu vois. Éventuellement, il y en a qui en connaissent deux. J'en ai rencontré très peu qui connaissent les trois, tu vois, qui sont capables à la fois de faire des interventions de qualité dans le champ psychologique, dans le champ économique ou en tout cas de la relation dans les entreprises, et puis dans le champ technologique. Tu vois. Bon alors donc, le cognitif pourrait-il jouer un peu le rôle du Astérix dans l'entreprise, être un peu peut-être prétexte à décloisonner, Oui, moi j'aurais pas appelé le connaissance. cognitif, mais je pense que oui. De toute façon, Tu l'aurais appelé comment alors justement? Structure, outil, comportement. D'accord. Oui, mais je cherche une expression qui puisse marcher et fonctionner. Transformation cognitive me semblait intéressant pour ça. Bon. Ouais, mais parce que je suis pas sûr que ce soit que la cognition. Tu sais, souvent les freins sont pas de l'ordre cognitif, ils sont de l'ordre de la crainte. Et c'est pour ça que je voulais compléter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt j'ose pas y aller. Ouais. J'y vais pas, j'ose pas y aller. D'ailleurs, tu sais, on parlait une autre fois, on s'était parlé du problème de la France et l'innovation. La France, c'est le pays du deuxième rebond. Ah, j'ai vu que d'autres l'avaient fait, donc maintenant, je peux y aller. C'est pas le pays du premier truc. Mais on est généralement très bon au deuxième rebond. Hein. C'est là-dessus où on se situe. Donc, c'est... pourquoi? Parce que c'est rassurant. Il y a l'extraordinaire livre de Pascal Baudry, tu vois, français-américain, pour comprendre l'autre rive, tu vois. Le gamin américain, à 10 ans, il monte sur une échelle, sa mère lui dit « Go, you can do it ». Le gamin américain monte sur une échelle, sa mère lui dit « Tu vas tomber, tu vas tomber ». Le gamin français. Donc, le gamin français, pardon. Sa mère lui dit « Tu vas tomber, tu vas tomber ». Pour faire plaisir à sa mère, il tombe, sa mère lui dit « Je te l'avais bien dit ». Et donc, il dit « Ça fait… » C'est pas pour faire plaisir à sa mère, c'est qu'à force qu'elle le mette en garde, elle arrive à l'effrayer et il finit par tomber, par peur de tomber. Tu redis la même chose, mais de la même manière, c'est la même chose. Et donc, ce que dit Pascal Baudry, c'est que ça fait 2 névroses à l'âge adulte. Ouais. La névrose du gamin, de l'adulte américain, c'est « Est-ce qu'on m'aime ?» Et la névrose de l'adulte français, c'est « Je vais pas y arriver tout seul. Je vais pas y arriver, quoi. » Voilà. Donc, on se met en collectif, et puis on regarde les autres, et puis on se lance, etc. Enfin bon, voilà, on pourrait parler des heures là-dessus, mais tu as raison, de toute façon, la technologie n'est que le support de l'énergie humaine. Alors toi, tu l'appelles la cognition, moi je dis l'énergie, parce que l'énergie, c'est plus... Et puis, j'aime bien le concept d'énergie. C'est probablement un des concepts sur lesquels on devrait travailler énormément aujourd'hui. Bon, alors c'est pas un traquenard, Serge, mais je réfléchis avec des camarades à lancer une conférence sur ce thème de transformation cognitive. Bon, avec évidemment une dimension un petit peu démago, j'ai vu, c'est que les gens s'intéressent au cognitif et à la neuroscience, mais dans une perspective très ambitieuse. C'est-à-dire avec des gens qui voudraient réfléchir au concept et voir s'il peut compléter les concepts existants. C'est pour ça, moi j'aime beaucoup ton triptyque, parce que je ne veux pas, si tu veux, prétendre mettre aux oubliettes le concept de transformation digitale qui est quand même, on en a besoin, il est incontournable et il fait référence à quelque chose d'inexorable. Mais je le trouve insuffisant pour pouvoir faire fonctionner le village gaulois. Et évidemment plus vaste à l'échelle même de cette transformation que l'économie occidentale vit, c'est que on est en train de louper des sujets hyper importants. Et j'ai l'impression que ceux qu'on appelle d'ailleurs les pure players, parfois par abus de langage, en gros ceux qui ont compris, ceux qui savent faire un bon usage du numérique, commencent non pas par l'outil, la compréhension et la maîtrise de l'outil, qui est en fait la condition sine qua non, mais c'est pas ça qui est la clé, c'est leur compréhension de la psychologie du consommateur. Et ils savent nous rendre accros à des applis qui fonctionnent, etc. Parce qu'ils ont aussi incorporé cette dimension. Ah oui, mais ça, énormément, oui, bien sûr. La puissance d'Amazon, c'est d'avoir compris que les gens voulaient tout. Voilà. Et que la fameuse longue traîne, cette phrase d'Amazon qui m'avait totalement fasciné. Chaque jour, nous vendons plus d'objets que nous n'avons pas vendus la veille que d'objets que nous avons vendus la veille. Donc, autrement dit, aujourd'hui, Harry Potter Amazon vend du Harry Potter et vend un livre sur la Renaissance italienne dans ce qu'est la peinture, machin, par un obscur mec à 2 exemplaires. Demain, Amazon vendra toujours du Harry Potter, mais vendra un livre sur la cueillette des olives en Basse-Provence. Eh bien, Harry Potter fait moins en volume que les livres que la longue traîne. Quoi. Et ça, c'est le coup de génie d'Amazon d'avoir compris que les gens voulaient tout et qu'on pouvait leur offrir tout, à condition qu'on ne pense pas chaîne de logistique traditionnelle. Voilà. Bon, chers amis, vous avez une autre interview qu'on a faite avec Serge Choudopatov. On n'est pas censé le dire, mais entre 2 interviews, on avait juste pris un café. Le même jour, on en enregistrait 2. Bon, ok. C'était de la vodka.
Non, attends, après les gens vont croire que quand ils viennent ici, je leur bourre la gueule. Mais c'est vrai que si vous voulez boire un coup avant de passer à la caméra, tout ce qu'ils voudraient pour vous mettre en Tu confiance. sais, je suis russe et breton, hein. C'est les peuples les plus Ah oui, têtus alors de la donc toi, Terre. t'as peur de rien. Bon, ok, ça marche. Non, mais alors, blague à part, vous avez d'autres interviews avec Serge Chojoplatov, notamment sur techtalk.tv, qui sont un peu plus anciennes, mais qui sont incroyablement, je trouve, intemporelles, dont on apprend beaucoup de choses. Et puis surtout, comme j'ai coutume de le dire, aidez-moi à trouver un prétexte pour l'inviter la prochaine fois qu'il passe sur Paris, poser des questions dans le fil de commentaires, titillez-le, déjà il risque de vous répondre, je le connais, mais ça peut servir aussi de prétexte à pourquoi pas rebondir, aller un petit peu plus loin. Merci Serge d'être venu. Merci à toi, Frédéric. Trop cool.